Il est le seul joueur français à avoir battu Rafael Nadal sur sa terre battue fétiche. Ce n'est ni Jo-Wilfried Tsonga, ni Gaël Monfils, ni Richard Gasquet, ni Gilles Simon. Non, le bourreau de Rafa, il s'appelle Olivier Mutis. Il vient de Metz. Il avait beaucoup de talent. Il a gagné les petits as, Wimbledon Junior lorsqu'il était jeune. Au final, peu se souviennent vraiment de lui puisqu'il n'a jamais fait mieux que 71e au classement ATP. Mais ça a suffi pour battre Rafa. C'était en septembre 2004, au deuxième tour du tournoi de Palerme. Nadal n'était pas encore tout à fait Nadal, il n'avait que 18 ans, mais c'était déjà un joueur redoutable. Il nous raconte. J'ai toujours eu le sentiment que les premières années, même Federer, qui perdait beaucoup contre lui, n'insistait pas à ses côtés revers. Bon, moi, à l'époque, si j'avais des bonnes sensations, j'étais quand même vraiment dur à battre. Si je sentais la balle, ça a fait 3-3. Merci à toi d'avoir répondu à ma demande d'interview. Je vais commencer par une question un peu simple, un peu bateau, mais que deviens-tu finalement depuis que tu as arrêté ta carrière? Moi, j'ai arrêté assez tôt quand même. Bon, moi, je suis resté dans le tennis quand même. J'ai arrêté le circuit ATP vers 28 ans. Pendant 4-5 ans ensuite, j'ai fait quelques tournois prize money en France. J'ai joué un peu en interclub. Je continuais un petit peu d'être joueur, mais j'ai arrêté de voyager, vu que c'était un peu ça le problème à l'époque. Et ensuite, comme j'habite près du Luxembourg, je me suis installé professionnellement au Luxembourg en tant que coach depuis une quinzaine d'années. Je disais que tu étais coach pour la Fédé, c'est encore le rôle que tu occupes maintenant? Voilà, non, j'ai été coach Fédé pendant 6-7 ans et maintenant je suis directeur sportif d'un club au Luxembourg. Le fait de rester dans le tennis, c'était une volonté, c'était voulu dès la C'était fin un de ta peu la carrière? facilité, c'était un peu quand même, bon, c'est quand même mon domaine. Même si j'avais une relation un peu bizarre avec le tennis, ça restait mon domaine de prédilection. Donc la suite logique, c'était de continuer un petit peu dans le coaching. Et comme Luxembourg est assez proche, moi j'habite à 5 minutes du Luxembourg, qui propose des conditions quand même assez intéressantes. Bon, j'ai pas trop hésité à suivre cette filière-là, quoi. Donc aujourd'hui, tes journées sont remplies comment tu parlais au téléphone l'autre jour des cours l'après-midi, c'est ça? L'après-midi? Oui, non, c'est ça, ouais, voilà. Maintenant, bon, comme je suis directeur sportif, je gère un petit peu le club au niveau planning, réservation, un petit peu bureau, mais puis j'entraîne un peu les après-midi, ouais. Voilà, c'est ça. Tu as arrêté ta carrière assez tôt, t'en parlais tout de suite. Tu évoquais aussi le fait que les voyages, c'était compliqué. C'était notamment par rapport à ta famille que tu disais ça? Ouais, c'est un petit peu ça. C'était un tout. Bon, moi, j'ai toujours été basé près du Grand-Duché du Luxembourg, là, en Lorraine. J'ai toujours eu du mal à partir m'entraîner. On m'a proposé dès l'âge de 12 ans d'intégrer des pôles espoirs. Ensuite, il y a eu l'INSEP, le CNE. J'ai toujours refusé pour garder mon cocon d'entraînement un petit peu chez moi, avec mes amis, ma famille. J'ai connu ma femme assez tôt, donc c'était toujours un petit peu compliqué de changer de base. Et comme le tennis, c'est toutes les semaines normalement un voyage différent, c'est vrai que sur le long terme, ça m'a un petit peu pesé, quoi. C'était de plus en plus compliqué de refaire son sac, de repartir. Les journées étaient un petit peu longues sur place. Il n'y avait pas le téléphone à l'époque, hein. Il n'y avait pas les iPads. Donc ça a toujours été un petit peu le gros problème de ma carrière au niveau des voyages. Ouais. Il y a quelques joueurs qui en parlent de ça. Je pense à Gaël Monfils notamment, depuis qu'il est papa, qui dit qu'il a un peu plus de mal à laisser je sais plus si c'est sa fille ou son fils toute une semaine, voire plus, quand on parle de tournée. Parce que voilà, la vie de famille compte à un certain âge. Toi, c'est un peu ça aussi. Bah, c'est un peu ça, ouais, je comprends entièrement. Bon, moi, ça aurait été vraiment impossible les premières années d'être sur le circuit et d'avoir mon enfant, quoi. Bon, moi, c'était encore un peu plus extrême parce que pour lui, c'est compliqué pour lui, mais il le fait quand même.
moi, j'avais déjà ces problèmes-là avant d'avoir ma fille, donc je m'imaginais vraiment pas faire un enfant et repartir sur le circuit, ça c'est vraiment très dur. Mais ouais, c'est une vie de l'extérieur, on a l'impression que c'est toujours que des paillettes ou quoi, mais c'est quand même vraiment beaucoup de kilomètres, beaucoup de voyages, beaucoup de journées longues, donc moi j'ai vraiment eu du mal là-dessus, quoi, en tout cas. Il y a pas mal de sacrifices à faire, du coup, on le comprend en t'écoutant pour arriver au plus haut niveau, pour se maintenir dans le top 100, voire intégrer le top 50. Est-ce que tu es d'accord pour dire ça? Et ensuite, est-ce que tu regrettes un peu de ne pas avoir un peu insisté plus aujourd'hui avec le recul? Alors oui, c'est sûr, il faut faire beaucoup de sacrifices. De toute façon, à intégrer le top 100, le top 50, c'est quand même quelque chose c'est quelque chose de fantastique. Donc obligatoirement, ça peut pas être gratuit. Mais bon, maintenant avec le recul, bien sûr, j'ai quelques petits regrets parce que bon, avec l'expérience, avec la maturité, on se rend compte bien sûr bien plus vite des quelques erreurs qu'on a pu faire dans notre jeunesse. Mais après, bon, la difficulté, c'est de prendre les bonnes décisions le jour J. Donc, comme j'étais pas prêt à 25 ans, peut-être à faire plus encore que ce que j'ai fait. Donc, les regrets sont assez minimes quand même. Est-ce que tu penses que le tennis, la façon dont fonctionne le circuit aujourd'hui, a changé par rapport à ton époque? Bon, ça reste encore un petit peu similaire. Ils sont en train d'essayer de changer un petit peu, de trouver d'autres fonctionnements pour le circuit. Bon, moi, maintenant, ça reste assez similaire, hein. Les tournois étaient quand même à peu près les mêmes. Il y a encore énormément de voyages, à part les top 10, top 15, qui font peut-être 12-13 tournois choisis. Sinon, tout le reste des joueurs va faire ces 30 tournois dans l'année, même 35 des fois. Donc ça reste un petit peu similaire avec le circuit Challenger qui avait le futur aussi, les Grands Prix, les Masters 1000. Ça, il y avait déjà à mon époque, même si ça s'appelait peut-être différemment. Mais pour l'instant, ça reste assez similaire. Et tu parlais du coup de l'attente des journées qui sont longues sur le circuit. Comment est-ce qu'on fait pour pas un peu devenir fou quand on est seul, je sais pas, dans sa chambre d'hôtel ou au club où a lieu le tournoi? Ouais, comment est-ce qu'on fait? Bah ouais, non, c'est aussi une partie du job à apprendre, hein, essayer de ne pas perdre d'énergie dans tous ces moments un petit peu longs ou quoi. Parce que même si, bon, on a des journées off en tournoi, même si on s'entraîne une fois ou deux fois, il reste quand même beaucoup de temps à gérer. Donc c'est quelque chose d'assez solitaire, hein. Pareil, c'est pour ça que les sportifs, ils font pas mal de siestes un petit peu. Ils sont assez solitaires, qui arrivent à rester dans leur chambre. Voilà, je disais, de regarder un film par-ci par-là, peut-être découvrir un petit peu la ville ou d'essayer au mieux de remplir ces journées-là pour pas perdre trop d'influx parce que le lendemain, il y a un match à gagner. Et voilà, c'est toutes ces petites choses mises bout à bout, hein, qui peuvent améliorer la semaine, on va dire, pour faire le meilleur résultat possible. Pour remonter encore plus loin, tu fais partie de la génération Grosjean, Arnaud Clément, si je me trompe pas? Ouais, c'est ça, ouais. Et tu gagnes Wimbledon chez les juniors dans les années 90. Du coup, j'imagine qu'on t'étiquette un peu à la Fédé comme l'un des plus gros potentiels français de ta génération. Est-ce que ça a été dur à vivre, ce statut, peut-être ses attentes, la pression? Alors, ça n'a pas été si dur que ça parce que j'y prêtais pas beaucoup attention. Alors c'est sûr qu'on m'a toujours plus ou moins autoproclamé grand espoir de ma génération, parce que j'étais soi-disant un joueur qui avait pas mal de talent. Mais voilà, bon, j'étais pas totalement prêt dans mes jeunes années à allier ce talent-là avec une grosse charge de travail, ce qui aurait dû être le cas parce que bon, sans travail, le talent n'est rien de toute manière. Donc bon, j'ai pas prêté trop attention. Moi, j'ai plus souvenir que tout ce que les gens disaient, j'avais pas spécialement l'impression de ressentir les mêmes choses qu'eux sur le terrain. Je me sentais assez fort, je me sentais spécial, mais je me sentais pas non plus le martien qu'on décrivait sur le moment. Je l'ai peut-être senti un petit peu plus tard. Mais j'ai pas prêté énormément d'attention. Ça m'a pas non plus
gêné. C'était pas ça la réponse. La raison, en tout cas, du fait que j'ai peut-être pas eu la carrière que j'aurais peut-être dû avoir au niveau classement et résultats. Comment ça se passait à l'époque? Est-ce qu'il y avait déjà pas mal de sollicitations médiatiques autour de toi? Je pense notamment, enfin, j'ai l'exemple en tête de Richard Gasquet qui avait aussi cette étiquette de gros crack quand il était ado, qui faisait déjà la couverture de certains magazines, etc. Est-ce que toi, c'était un peu ça aussi? Bon, c'était à un degré moindre quand même. Bon, Richard c'était vraiment un l'ovni. À 9 ans, il était en couverture de Tennis Mag, je crois. Il a battu des records de précocité sur le circuit. Bon, moi, j'ai gagné les petits as à 14 ans. Bon, bah, j'ai eu des très très bons résultats à partir de 12-13 ans. Donc, c'est sûr que j'étais toujours un peu sous les radars de la presse ou quoi, mais c'était pas non plus au même degré que Richard, je pense. En plus, il y avait Grosjean à côté qui était aussi très bon en étant jeune, donc on se partageait un petit peu l'affiche. Et les attentes étaient normales. On avait une petite couverture médiatique. On était normalement à la relève, la nouvelle génération qui allait arriver. Mais bon, ça n'avait rien à voir avec ce qu'a eu Richard de tout début, quoi. Et tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas forcément prêt à allier ton talent avec énormément de travail pour arriver dans le top 10 en gros, peut-être. Enfin, pourquoi en fait? Est-ce que c'est la mentalité du très très haut niveau qui te branchait pas trop? Comment tu l'expliques? Bon, il y avait plusieurs choses. Bon, déjà, le fait un peu d'être talentueux, on se dit souvent, en étant jeune en tout cas, pourquoi travailler 2 heures de plus alors que on arrive plus ou moins à l'objectif qui est voulu grâce à ce talent un petit peu qui était inné chez moi au niveau de la main et de la raquette. Il y avait un petit peu l'esprit un peu sorti quand même parce que j'aimais bien profiter de la vie dans des mesures correctes, hein. C'était juste que voilà, entre 18 et 22, j'étais pas prêt à m'isoler, à vraiment mettre tout ce que j'avais dans le tennis. J'avais besoin un petit peu d'avoir un groupe d'amis, de voir mes amis, ce qui pouvait peut-être empêcher quelques séances d'entraînement à l'époque, de voir aussi ma famille. C'était vraiment pas qu'une question de sortie, c'était tout un ensemble qui m'empêchait de me focaliser à 100% peut-être, alors que c'était le moment quand même entre le 18 et le 22 là, de faire quelque chose pour s'installer véritablement, voilà, dans le top 50, top 10 peut-être. Donc tout ça, j'étais plus prêt après 22 ans à faire des choses. C'est dommage que ces premières années-là d'adolescent, j'avais besoin de vivre un petit peu ma vie, quoi. Après, c'est le cas un peu de tous les ados. C'est dur aussi d'avoir la maturité, enfin, peut-être à 18 ans, de se mettre des contraintes comme ça, alors qu'effectivement, on a des amis et qu'on a aussi envie de profiter un peu, quoi. Ben ouais, non, c'est pas facile sur le moment, mais c'était ma vie, c'est comme ça. Tu parlais de tes sorties un petit peu. Tu vivais du coup à l'époque déjà en Lorraine. Ouais, j'étais en Lorraine, comme je n'étais pas parti à Paris m'entraîner au CNE, où là, on côtoie que des joueurs de tennis, on côtoie que les entraîneurs, où là, ça aurait été quand même plus simple de se focaliser là-dessus. Ouais, comme j'ai dit, moi, je suis resté dans mon coin près de Metz. J'avais un très bon groupe d'entraînement, mais qui avait des ambitions un peu moindres que moi. Et c'est vrai que les week-ends, on pouvait se retrouver un petit peu à sortir un petit peu, hein, ce qui est complètement normal à cet âge-là. Mais c'était compliqué de coïncider mes exigences avec un petit peu ce style de vie sur Metz. Mais c'était mon choix. Et malgré tout, tu arrives dans le top 100 à terme. Il y a quand même du travail derrière ça, pas seulement le talent. Oui, parce que bon, après, même les années où je suis passé un petit peu à côté, bon, j'étais toujours 180e mondial, 200e mondial, donc c'est sûr qu'on ne pouvait pas y arriver non plus en rien faisant, hein. J'avais le potentiel d'aller plus haut, mais j'étais toujours 200e mondial. Je me laissais toujours la porte ouverte pour de plus grands exploits. Après, ça a été à partir de 22 ans où
22-23 ans, ça faisait 4-5 ans que j'étais 200. Et j'ai souvenir d'avoir eu un petit déclic dans la tête, de me dire que pendant l'espace de 6 mois, j'essaierais de tout donner, de m'entraîner très sérieusement, de ne pas lâcher aucun point en match. Et du coup, c'est vrai que c'est venu aussi assez rapidement. À partir du moment où j'ai eu ce déclic-là, je suis monté dans les 100 en 3-4 mois et j'ai pu faire trois belles années après. Et là, du coup, on entre dans les années où il y a la victoire la plus marquante de ta carrière, si je ne me trompe pas, c'est la victoire contre Nadal à Palerme. Enfin, peut-être pas la plus marquante, mais du moins celle dont, avec le recul, les gens se souviennent un peu plus facilement. Oui, exactement. Ouais, c'est celle qu'on. Ça n'a pas été la plus belle parce que j'avais fait un beau Roland une année en 2004. C'était la même année, je crois d'ailleurs. Mais c'est celle où on se rappelle le plus. Grâce à lui, parce qu'il a tellement pas perdu après que du coup, je reste le seul Français à l'avoir battu sur terre. Est-ce que tu peux raconter un petit peu, on va venir après sur le match contre Rudy Carolan, mais est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce match contre Rafael Nadal à Palerme? Bah, à Palerme, ce tournoi là suivait une rencontre de Coupe Davis. Là, c'était France-Espagne. C'était le week-end juste avant Palerme, où je prétendais à être sélectionné. Et j'avais été assez déçu de ne pas l'être, parce que c'était juste 2-3 mois après mon bon Roland. Et sur terre battue, je jouais quand même vraiment pas mal quand j'étais en confiance. Et j'ai souvenir d'avoir été assez déçu là-dessus. Nadal, c'était ses premières années, il venait de battre la France à lui tout seul, plus ou moins, il avait gagné ses 2 simples. Et en arrivant à Palerme, je vois qu'il y a possibilité de jouer au deuxième tour. On passe notre premier tour tous les deux, et c'est vrai que j'ai pensé un petit peu à me dire que c'était le moyen de montrer un peu au sélectionneur de l'époque qui s'était trompé. Et j'ai souvenir d'avoir fait Star Night Session. Vraiment, vraiment un très, très, très gros match au niveau des sensations. Et bon, moi, à l'époque, si j'avais des bonnes sensations, j'étais quand même vraiment, vraiment dur à battre. Que ce soit Pierre, Paul ou Jacques ou Nadal. Si je sentais la balle, ça a fait 3-3, enfin, sans avoir le cigare, quoi. Même si il était 30e, 40e mondial, ce qui est déjà très bien. Mais c'était pas encore le martien total qu'il est devenu sur les 15 années d'après. C'était le moment un peu de le prendre. Il était encore un peu friable côté revers. J'ai vraiment souvenir. Mais j'ai vraiment souvenir que je sentais la gonfle grave, quoi. Et du coup, ça a été un peu la tactique, non, de pilonner son revers. C'était ça Ouais, qui à avait été l'époque, identifié. c'était ça. Ouais. À l'époque, et puis bon, sur les quelques interviews que j'ai fait avec ce match-là, j'ai toujours eu le sentiment que les premières années, même Federer, qui perdait beaucoup contre lui, n'insistait pas assez côté revers, montait pas assez côté revers. Parce que les 2-3 premières années, il y avait de quoi faire de ce côté-là. Il était encore perfectible. Il jouait encore un petit peu court. Si on pilonnait revers, on pouvait monter au revers. Il passait bien, pas aussi bien qu'après. Donc ça a été vraiment la tactique, là. C'était pilonner revers, de temps en temps aller plein coup droit pour éviter le décalage. Mais vraiment, j'ai souvenir d'être beaucoup monté sur son revers, l'avoir agressé sur son revers, et ça avait marché. Est-ce qu'à l'époque, tu te dis que ça va être, avec du recul, une des plus belles victoires de ta carrière? Alors sur le coup, bon, il y avait mon père qui était présent le jour-là. On s'était dit que c'était vraiment, vraiment une belle victoire parce qu'on commençait vraiment à beaucoup parler de lui. Il avait fait une grosse percée au classement en très peu de temps. Il était jeune. Mais on ne pensait pas quand même que ça allait être à ce point-là quelque chose qui allait rester un petit peu avec le temps, quoi. Parce que, comme je dis, hein, ce record-là, c'est surtout grâce à lui, parce que c'est lui qui a jamais perdu pendant 15 ans. Je pense que c'est plus dur de jamais perdre pendant 15 ans contre un Français que moi, de lui avoir mis 3-3 sur un match à l'époque-là. Donc sur le coup, on ne pensait pas que ça allait prendre cette ampleur-là. Je lisais dans une interview que tu avais donnée, je crois que c'était à l'équipe, que c'était pas la plus belle victoire que, en tout cas, en termes de, enfin pour toi, tu gardais plutôt en mémoire celle contre Roddy que sur le Langlaine à Roland. Ouais, niveau émotion, c'est dur de comparer. Bon, à Palerme, là, bon, même si c'était Nadal qui commençait à être bien médiatique, bon, c'était une night session sur un
tournoi 250 devant une centaine, 200 de personnes, quoi. Donc, c'était dur à comparer. Roddick, je l'ai joué au deuxième tour à Roland, c'était sur le Langlen. Il était deuxième mondial. Le stade était plein. Et pour un Français de gagner des matchs là-bas sur les gros cours, que ce soit Châtrier, Langlen, c'est quand même dur à égaler. Donc, oui, au niveau émotion, c'est quand même Roddick qui m'a le plus marqué, en tout cas. Et en termes de sensations, de qualité de jeu, parce que tu disais que tu avais fait un super match contre Nadal, c'est. Non, par contre, oui, en sensation, c'était plus Nadal que Roddick. Disons que niveau des sensations, c'est plus le match après Roddick à Roland-Garros contre Santoro, où je gagne 6-0, 6-1, 6-4, je crois, où là, j'étais vraiment chaud patate aussi. C'était un peu plus similaire aux sensations de Nadal, quoi. Plus le troisième tour contre Santoro à Roland. Roddick, c'était un peu plus, bon, c'était un peu en dents de scie. J'avais fait un très bon match, hein, mais ça avait été en 5-7. Les conditions étaient lourdes, il pleuvait un petit peu. Compliqué d'avoir vraiment de grosses sensations. Donc c'était plus un gros match qu'un match un peu chaleur, quoi. La terre battue, ça a toujours été ta surface préférée ou pas? Bah, c'est celle où j'ai fait les meilleurs résultats. C'était un peu... Quand j'étais vraiment bien préparé, la terre battue, je jouais vraiment bien. Disons que j'ai embêté les spécialistes de terre battue. Mais comme je n'étais pas non plus tout le temps préparé à 100%, j'ai eu des moments difficiles sur terre battue. Mais c'est vrai que quand tout était aligné, c'est là où j'ai embêté le plus les spécialistes et c'est là où j'ai fait mes meilleurs résultats. Ce qui est paradoxal finalement, parce que ton premier peut-être résultat qui te médiatise, enfin je sais pas si tu es d'accord avec ça, mais c'est le fait de gagner Wimbledon Junior, et Wimbledon c'est vraiment, le gazon c'est quand même un tennis hyper différent par rapport à celui de la terre, quoi. Ouais, non, exactement. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas un spécialiste de terre, mais j'ai embêté vraiment les spécialistes de terre. C'était mon jeu de prise de balle tôt qui pouvait embêter ces gens-là sur terre. Et du coup, ces prises de balle tôt, ce petit talent que j'avais dans la main, moi, ça marchait sur herbe aussi. Et du coup, sur herbe, j'ai eu quelques victoires sympas aussi, quelques bons moments. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que t'es pas si loin du top 50, que Ouais, je me suis dit ça un petit peu. Hein. Je sortais de deux belles années dans les 100. J'étais monté 71 au mieux, je crois. Et il y a ce très bon Roland qui arrive. Et par contre, je l'ai mal géré l'après-Roland. J'ai été peut-être un petit peu, bon, je dirais pas de la surconfiance, mais disons que j'ai souvenir d'avoir traversé l'été après Roland où je n'ai pas gagné beaucoup de matchs. D'ailleurs, cette Coupe Davis et Nadal, c'était en septembre. Là, c'était 3 mois après Roland. C'est pour ça que je n'avais pas été sélectionné en Coupe Davis parce que je n'avais pas fait un bel été. Je pense que je m'étais un petit peu peut-être reposé aussi sur ce gros tournoi que je venais de faire à Roland au lieu peut-être d'aller chercher encore quelques victoires. Je m'étais un petit peu satisfait de tout ça. En tout cas, j'ai pas super bien géré l'après-Roland parce que ça aurait pu être un tremplin un petit peu plus important pour moi. Et puis bon, dans l'absolu, j'arrête un an après. Hein, donc c'est vrai que ça n'a pas été le tremplin idéal, quoi. C'est seulement un an après que tu mets vraiment. Ouais, en gros, j'arrête à Roland l'année d'après parce que j'ai même pas de wildcard pour défendre. J'étais 105, 106, j'étais 2-3 dehors. Comme j'étais pas très aimé à la Fédé, on m'a pas donné de wildcard pour défendre mon 8e là, et j'ai fait les qualifs où j'étais très très déçu de faire les qualifs. Et j'ai souvenir d'avoir perdu contre un Argentin, la Carlos Berlocq. Et à partir de là, j'ai plus repris le tournoi sur circuit. Comment ça se fait que t'avais pas cette bonne image à la Fédé Ah, bon, ils aiment jamais trop les mecs en marge un petit peu. Hein, donc, comme je disais, ça faisait depuis l'âge de 12 ans que je refusais toutes les propositions fédérales pour venir m'entraîner avec eux. Bon, ils avaient cerné un petit peu mon image hein, peut-être de joueur talentueux, mais assez dur à gérer au niveau du sérieux et de l'exigence. Donc, c'était toujours un petit peu des relations un peu tendues.
Et tu à l'époque. t'attendais quand même à avoir cette invitation, non, cette année-là, parce qu'un huitième. L'année-là, bon, effectivement, cette année-là, c'était un peu différent parce que bon, je venais quand même de faire huitième. J'étais 108e mondial, donc ça doit être les 104 premiers qui rentrent, quoi. J'étais vraiment premier français dehors, quatrième joueur du tableau dehors. Donc oui, c'était complètement normal d'avoir la wildcard. Mais bon, pas pour les dirigeants qui étaient en place à l'époque, hein. C'était comme ça. Oui, surtout qu'ils sont allés chercher du coup 4 ou 5 joueurs français derrière toi, quoi, pour les invitations du coup. Ah bah du coup là, en étant 108, tous les Français qui avaient une invitation étaient moins bien classés que moi, c'est sûr. Après les wildcards, c'est un éternel débat, hein. C'est toujours un peu compliqué, mais c'est vrai que celle-là, elle était un peu dure à accepter. C'est cette déception-là qui a entraîné vraiment une réflexion, une remise en question, ou il y avait déjà un peu de lassitude avant? Il y avait un petit peu de lassitude parce que avant d'arriver l'année d'après à Roland, j'avais quand même pas très très bien joué parce que le fait de perdre au premier tour de qualif, ça m'a fait redescendre au classement. Je crois que j'étais 150, 160, donc j'avais vraiment pas fait une bonne année. Mais c'est sûr que bon, avec une petite wildcard, peut-être si j'avais réussi à gagner un match ou deux, ça aurait limité la casse au niveau des points, ça m'aurait permis de garder un classement un peu plus correct. Et c'est vrai que ça m'aurait peut-être permis de continuer quelques années en plus. Mais on va pas refaire l'histoire, c'est comme ça. Est-ce que tu comprends ce que dit, écrit ou fait Benoît Paire, par exemple, qui dit que le tennis lui fait beaucoup de mal mentalement, à sa santé mentale. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui as vécu ça, bon, un petit peu moins longtemps que lui, mais est-ce que c'est quelque chose que tu comprends? Ouais, ça je peux comprendre un peu ce qu'il vit depuis, en plus surtout depuis 2-3 ans. Bon, lui a été encore meilleur que moi, hein. Il a quand même été 20, 25, donc c'est vrai que depuis le Covid, où il a énormément de mal à revenir à ce niveau, c'est dur, hein, c'est dur. Les semaines sont longues. Il aime bien aussi, j'ai l'impression, rentrer chez lui, voir ses amis. Donc je peux comprendre totalement ces problèmes un peu mentaux. Et on remarque aussi qu'il y a plein de tops, hein, surtout chez les filles, hein, qui ont. Et c'est un sport difficile, hein, c'est un sport difficile. Donc on peut aussi avoir quelques moments de faiblesse, ça c'est sûr. C'est le mental, tu penses, qui t'a manqué pour aller plus haut, en gros, si on devait résumer un peu? Ouais, je pense, ouais, un mental. Avoir un petit peu plus faim, tout simplement, de pas se contenter. Parce que j'étais assez vite contenté, assez vite content de moi. Et c'est vrai que si j'avais pas eu ces barrières, si j'avais pas eu de limites, bon, je pense qu'au niveau classement, j'aurais fait mieux, mais c'était surtout l'aspect mental, ouais. Cette vie était un peu compliquée pour mon cerveau. J'ai lu, je change un peu de sujet, mais j'ai lu dans un article aussi qui parlait de toi que tu avais connu un incident mécanique en avion qui Ouais, il y a avait eu fait ça naître chez aussi. toi une phobie de l'avion. Ouais, il y a eu ça aussi, ouais, j'avais oublié. Je reprends l'avion maintenant, donc c'est bon. Mais c'est vrai que vers 20 ans, là, quand justement c'était les années un peu compliquées où j'étais tout le temps sur les 180-200e mondial, j'ai eu un problème mécanique d'avion où je me suis vu un peu mourir. Il y a eu un réacteur qui a explosé sur un décollage. Ça a juste duré 4-5 minutes, hein, mais il y a eu un petit blocage ensuite au niveau de l'avion et j'ai pas pris l'avion. Je suis monté dans les 100 sans prendre l'avion, dans l'absolu, parce que je voulais plus prendre l'avion. Et c'est à partir du moment où je suis rentré dans les 100, où j'étais tableau en Australie, un peu tableau US Open, où là, bon, je me suis dit, c'est quand même un peu bête, maintenant que je suis tableau Grand Chelem, de refuser tout ça juste à cause de l'avion. Donc j'ai été faire tout ce qui est stage et compagnie. Bon, c'était encore compliqué. J'ai repris l'avion pour participer à ces grands chelems, là, mais bon, c'était un peu compliqué, c'était un peu la panique, hein. C'est vrai qu'après un vol de 10-12 heures ou 24 heures pour aller en Australie, j'étais un petit peu vidé parce que j'avais peur, quoi, à l'époque. C'est un peu bête, mais il y a eu ça en plus qui n'a pas aidé, hein. Et après ma carrière, d'ailleurs, pendant 10 ans, j'ai pas pris l'avion.
j'ai repris l'avion parce que bon, ma fille, elle veut découvrir le monde, donc pas la laisser toute seule non plus. Mais à l'époque, c'était compliqué, ouais. Alors, c'est vrai que si 2 ou 3 jours avant de jouer, tu peux déjà un vol de 12 heures dans l'absolu, et c'est pas tip top pour préparer un match, mais alors si en plus pendant les 12 heures, t'es cramponné à ton siège ou tout ça, c'est vrai que Ouais. c'est pas l'idéal de l'idéal, quoi. Non, c'était un peu ça, ouais. Pendant 2-3 années, l'avion était en plus quelque chose. Comme je dis, hein, je suis monté dans l'essence sans prendre l'avion, hein. Je choisissais mes tournois par rapport au fait que je pouvais y aller en voiture. Et ça n'a pas aidé, c'est sûr. Mais du coup, parce que, hormis en France, où à la limite c'est jouable, mais par exemple, pour aller ça te Moi, j'avais limitait de quand la même à chance. jouer en Europe de l'Ouest, quoi. Moi, je suis frontalier, donc je pouvais quand même toucher tout ce qui était Allemagne, Belgique, Hollande, en voiture avec France. Moi, j'ai souvenir d'avoir vraiment fait beaucoup. Enfin, je suis monté dans les 100 parce que j'ai gagné 4-5 challengers en 2 mois. Et bon, j'en avais gagné 2 en Allemagne, en Autriche, une fois en Angleterre. Disons que c'était jouable encore à l'époque. Après, par contre, c'est sûr qu'une fois qu'on est monté 80, 90, là, par contre, sans avion, c'est pas possible, hein, mais il y avait moyen quand même. Bon, c'était pas l'idéal, hein, non plus. Des fois, je faisais 1000 km en voiture. On arrive un petit peu carbo sur les lieux du tournoi, mais bon, c'était comme ça. Il fallait que je choisisse des tournois sans avion. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, on est coincé, hein. T'as jamais hésité à sécher un US Open ou un Open d'Australie à cause de ça? Parce que ça aurait quand même été dommage de faire tous ces efforts finalement pour pas participer au plus gros. Bah ouais, ceux-là vraiment. J'avais vraiment envie d'y aller, quoi. Qui a pas envie de jouer en Grand Chelem, du coup. C'est vrai que sur ça, ma peur de l'avion m'embêtait plus qu'autre chose parce que j'avais envie d'aller faire l'Open d'Australie, j'avais envie d'aller faire l'US Open et c'était plus quelque chose qui m'énervait et qui me tiraillait que je prenais comme une excuse pour pas y aller parce que j'avais envie d'y aller. Qui n'a pas envie d'aller faire des grands chelems, hein, dans le tableau? Et tu t'es vraiment vu mourir du coup à ce jour-là? Ouais, le problème, ouais, je me suis vu un peu mourir. Normalement, on monte 15 minutes. Là, au bout de 3 minutes, il y a un réacteur qui a explosé. Ça sentait le brûler. On a commencé à piquer du nez au bout de 3 minutes. Et bon, le pilote a quand même réussi à ratterrir assez vite. Mais bon, quand j'ai regardé, j'ai ce souvenir de m'être vu mourir. Et puis bon, ça a un peu cassé quelque chose sur les 2-3 ans, même si maintenant c'est oublié. Et donc on revient un petit peu au point de départ de cette interview, mais tu t'arrêtes pas le tennis. Dans un premier temps, tu fais des matchs par équipe, les interclubs, ce qui fait un peu la transition. C'est ça, c'est ça. Il y avait moyen aussi de gagner un petit peu sa vie en faisant moins d'efforts, hein. Donc, c'est sûr qu'on ne pouvait pas prétendre aux mêmes sommes qu'un Grand Chelem ou qu'un tournoi ATP. Mais en France, il y a un circuit, ça s'appelle Tennis Pro, où tous les week-ends, il y a un tournoi français avec un prize money, où les joueurs un peu connus ont même une garantie pour venir dans ces tournois. Donc, il y avait moyen de continuer, de faire quelques matchs avec les interclubs. Dans le tennis, on a le droit d'avoir plusieurs clubs. Donc pendant 3-4 ans, c'était quand même l'idéal parce qu'il y a beaucoup moins de voyages, mais il y avait quand même moyen de gagner sa vie avec le tennis. Tu t'es lâché un petit peu à partir du moment où tu as arrêté comment dire, sur le circuit ATP, le circuit Challenger, tu t'es dit maintenant j'ai connu quelques années de sacrifice, je me pose moins de questions? Non, même pas plus, parce que bon, j'ai eu l'impression de sacrifier pas mal de choses pendant mes jeunes années, mais j'ai toujours pu quand même profiter un peu de la vie, parce que j'étais resté, comme je dis, dans mon cocon un peu familial et avec mes amis. Donc, c'était pas genre, enfin, j'ai arrêté, je vais pouvoir sortir et compagnie. Non, le seul truc, c'est que j'ai été voir plus de concerts, parce que j'en ai raté vachement moins, parce que j'étais pas en tournoi. J'ai profité de voir ma femme, de partir en vacances dans des endroits autres qu'un tournoi de tennis. C'est plus des choses assez simples qu'on n'a pas trop l'occasion de faire quand on est sur le circuit toute l'année.
Notamment quoi, par exemple? Ah voilà, notamment d'aller voir un concert et d'être sûr d'être là. Parce que bon, à l'époque, on pouvait prendre un billet et puis il suffisait de gagner un match de plus et on n'était pas là. De partir en vacances avec ma femme, comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait dans nos premières années, parce que bon, elle me suivait en tournoi, donc il y avait des super endroits aussi, mais bon, c'était pas proprement dit des vraies vacances. Et puis voilà, après, bon, c'est sûr, profiter un petit peu plus de la vie, parce on est un peu plus libre, hein, mais c'était plus de faire des choses simples qui me manquaient. Là, de pouvoir prévoir des choses au jour le jour, en étant sûr d'être là. Parce que toujours l'indécision d'être en tournoi, on peut très bien revenir le lundi soir ou le dimanche d'après, ou d'enchaîner des tournées. Donc ça, j'étais assez content de pouvoir me poser tous les soirs sur mon canapé et puis d'organiser un petit truc le lendemain, quoi. T'en parlais tout de suite, t'en parles aussi un peu tout à l'heure. T'as rencontré ta femme très tôt. D'ailleurs, il y a vraiment, enfin, très tôt, ça veut dire quel âge? À 19 ans. Ouais. Ouais. Du coup, est-ce que aussi le fait de s'éloigner de ses proches, donc notamment de ta femme, même si à l'époque j'imagine que tu n'étais pas marié, ça a aussi un peu accentué la Un décision? petit peu, c'est sûr que ça n'a pas aidé, hein, sur les coups de 25-26 ans, quand j'ai dû prendre la décision de se dire, on va construire un appart, je vais pouvoir me mettre un petit peu dans la décoration, et après, une fois qu'on a un petit chez soi, c'était encore plus dur de repartir. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Je pense que c'est plus simple d'être célibataire, d'avoir qu'un seul but. Ensuite, c'est de jouer au tennis tout le temps. C'est sûr que ça n'a pas aidé. Mais bon, après, quand je vois maintenant où on en est, c'est aussi une belle histoire. Elle a pu connaître quelques bons moments avec moi sur le circuit. Et vu qu'on est toujours ensemble, c'est la bonne chose à faire. Est-ce que on arrive un peu au bout? Est-ce que tu as quelques anecdotes un peu sympas sur ta carrière, que ce soit chez les jeunes ou à partir du moment où tu es arrivé sur le circuit ATP qui t'ont marqué? Moi, j'ai souvenir, mon premier Roland, je l'avais fait très tôt, j'avais 16 ans. Et je sortais quand même de nulle part. Là, j'avais aucune idée de comment ça fonctionnait et tout. Et j'ai souvenir d'arriver pour mon premier Roland dans le tableau, hein, où je vais faire mon badge de joueur, où j'ai accès au vestiaire, où je vois toutes ces piles de serviettes floquées de Roland Garros qui étaient en vente à 30 € à l'époque ou quoi, ou en libre service dans le vestiaire. Et j'ai souvenir que j'avais fait un braco de serviettes. Que c'était quand même assez incroyable de pouvoir prendre. Je sortais 10 serviettes par jour. J'allais même les chercher dans les sacs de linge sale. Et puis j'ai souvenir de 2-3 joueurs qui me voyaient piquer les serviettes. Mais j'étais tout jeune, j'étais tout fou. Pour moi, les serviettes, c'était de l'or. Donc j'ai souvenir sur ce premier Roland d'avoir volé beaucoup de serviettes. Donc c'était assez rigolo. Sinon, une petite anecdote, première sélection Coupe Davis, j'ai mon sponsor ASICS que j'appelle 3 jours avant parce que je leur dis putain, je vais peut-être jouer en Coupe Davis. Je pense que j'étais le premier joueur de tennis en Asie à être sélectionné parce qu'à l'époque c'était pas aussi médiatique que maintenant. Et donc au maximum j'aurais joué 2 simples et un double et je leur ai dit qu'il me faut des tenues de match et ça avait été assez rigolo. Je crois qu'ils m'avaient envoyé 60 tenues pour faire 2 matchs. Ah ouais. Ouais, ça j'avais reçu le carton, j'avais quand même appelé les copains et le capitaine. Et on avait quand même assez rigolé, quoi, parce que 60 tenues de match pour 2 matchs, c'était un petit peu exagéré. Ça avait été un peu la panique, mais c'était sympa. Comme ça, Qu'est-ce que tu en avais fait du coup alors? Ah bah là, on donne. Hein. On donne à l'époque, là, il y avait toujours des clubs de région. Moi, il y avait mon club de la région, quoi. On arrivait, on donnait les t-shirts. En plus, c'était floqué France derrière, donc on pouvait même pas jouer sur le circuit avec. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite, pour ces prochains mois, ces prochaines années? Écoute, souhaite la santé et le bonheur de ma fille, et puis c'est assez. Il n'y a pas de problème. Je te remercie en tout cas d'avoir pris ce temps-là pour discuter avec moi. Avec plaisir. Ok. Merci beaucoup et puis bonne journée à toi. Bon courage pour les courses cet après-midi si tu en as. Et puis, Merci, de rien, et puis bonne journée, bonne continuation. ça marche. Salut Olivier. Ciao. Et salut, ciao.